en général, nous ignorons la plupart des bonnes raisons que nous avons pour nous mobiliser, pour nous battre, pour agir. Notre combat doit avoir une double action, si vous voulez. D'une part, faire reconnaître par les autres nations, comme la France l'a fait, qu'il y a lieu de qualifier ce comportement de crime contre l'humanité. Et d'autre part, d'éviter le piège dans lequel la France se sent piégée et nous piège. C'est-à-dire une confusion entre la morale et le droit. La morale, il y en a marre. La morale n'est pas l'affaire du Parlement. La morale n'est pas l'affaire du Sénat. L'affaire du Parlement, l'affaire du Sénat, l'affaire de la nation, c'est le droit. Le thème des suites de l'esclavage, le thème des réparations, on le sort de la morale où il n'a rien à faire et on l'installe dans le droit. Luis Alamolas, l'éditeur du Code Noir, prend parti avec ce livre en présentant les livres de colère de deux capucins de la fin du XVIIe siècle, Francisco José de Jaca et Épiphane de Moiran. Salamolin nous démontre là, en 1682, des hommes convaincus que cela était un crime, et ils ont exigé l'abolition de l'esclavage et des réparations pour les victimes. Ce livre qui va juste sortir, il deviendra une des lectures vraiment incontournables pour tous celles et ceux qui voudraient s'exprimer concernant les réparations avec une certaine rigueur, même si c'est pour la combattre, même si c'est pour rejeter les droits de réparation, mais au moins pour avancer d'autres arguments. Tout Français, bien né ou mal né, sait que Versailles existe. De la même façon, tout Français doit savoir qu'il y a eu des siècles d'esclavage, que la France a été esclavagiste pendant des siècles. Le professeur Luis Alamolas vient de publier Esclavage-Réparation aux éditions Ligne. Depuis que ce débat pour les réparations a lieu, je suppose que vous avez, comme moi, entendu ou lu à plusieurs reprises. Mais enfin, quand même, vous demandez des réparations pour des faits qui ont eu lieu il y a 3, 4, 5 siècles, et vous avancez des arguments avec des critères d'aujourd'hui, en oubliant qu'il s'agit de faits qui sont vraiment vieux, de 3, 4 et même 5 siècles. Vous ne croyez pas que vous faites des anachronismes? En interprétant des événements historiques d'il y a plusieurs siècles avec les critères d'aujourd'hui, vous faites des anachronismes, non? Vous ne pensez pas? Eh bien, il arrive qu'aujourd'hui, grâce à cet ouvrage, nous savons, comme on nous le montre là si bien Salamolin, nous savons qu'il y a toujours eu celles et ceux qui, devant l'infamie, devant les crimes, devant les atrocités les plus effroyables, ont décidé de ne rien voir et de ne rien savoir. Et en effet, ils n'ont rien eu, ils n'ont rien su, dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, ils se sont conduits en complices. Mais il y a eu aussi ceux qui, ayant vu et ayant entendu, ont réagi parce que leur conscience a été heurtée. Et qu'ils ont réagi en prenant des positions, pas seulement en faisant des discours intellectuels. Ils ont réagi en prenant une position, en prenant des engagements, en condamnant les crimes et en s'engageant dans une dure lutte, dans un dur combat pour
changer la réalité dont ils étaient témoins. C'est ce qui s'est passé avec ces deux capucins, ces deux prêtres, José de Jacques et Epifanio Morin, qui envoyaient en tant que missionnaires à l'univers concentrationnel d'Amérique. Quand ils sont arrivés là-bas, quand chacun de son côté a vu de ses yeux ce qui était la réalité quotidienne des Noirs dans l'univers concentrationnel d'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'était, il faut le rappeler, il faut le dire, il faut le savoir, il faut encore le répéter, ça s'est passé au XVIIe siècle. Ces hommes ont réagi devant les crimes. Ils ont décidé de mener un combat contre ce qu'ils considéraient les crimes contre les droits des êtres humains qui étaient les Noirs. Ils sont allés jusqu'à la Cour royale pour exiger l'abolition immédiate de l'esclavage. Mais pas seulement l'abolition de l'esclavage, mais pour exiger des réparations. On croit rêver, ça se passe en 1682, un peu avant la sortie du Code noir français promulgué ici à Versailles. Ces hommes exigeaient que cesse immédiatement l'esclavage, l'asservissement des Noirs et que des réparations soient versées à ces hommes. Et pour ceux qui étaient déjà morts, pour ceux qui étaient morts dans la traversée, pour ceux qui étaient morts là-bas dans l'univers concentrationnel d'Amérique, victimes de l'écrasant travail avec lequel on les exterminait la tâche, que des réparations soient versées à leurs ayants droit. Ça s'est passé en 1682. Ça veut dire 3 ans avant la promulgation du Code noir. 1987, l'exhumation du Code noir par Luis Salamolas. Avant cette époque, c'est-à-dire avant 1987, la notion même, l'idée même de génocide concernant la déportation massive d'Africains vers l'univers concentrationnel d'Amérique et leur asservissement là-bas, l'idée même de que cela pouvait être un crime contre l'humanité était vraiment tournée en dérision. Tournée en dérision par qui? Par les héritières des anciennes esclavagistes, par les héritières des anciennes négrières, et parfois même par des Noirs, soit africains, soit descendants d'Africains déportés. Et pour cause, parce qu'ils avaient tous été éduqués à la même école. Et ceux qui avaient fait des études supérieures étaient allés aux mêmes universités que les Blancs. Ils avaient donc intériorisé le même déni d'humanité, le même déni de justice. Il y a eu une émission dans le programme de cet homme qui parfois prend des positions comme si c'était un négrophobe confirmé. Comment ça s'appelle? Alain Finkielkraut, voilà. Il avait à l'époque, je ne sais pas s'il a toujours, un programme qui s'appelait, je crois, Réplique. Et bon, c'est une époque où j'écoutais France Culture, parce qu'à l'époque, France Culture était encore une radio plutôt intéressante. Un samedi, donc, j'écoutais cette émission où ce monsieur, donc Finkielkraut, reprochait à Salomon Lang le fait d'avoir critiqué les Lumières alors que, d'après lui, d'après ce monsieur, c'était les Lumières justement qui avaient donné les arguments avec lesquels on pouvait condamner l'esclavage. Autrement dit, avant les Lumières, il n'aurait jamais été possible de condamner l'esclavage puisque cela n'avait jamais eu lieu. J'aimerais aujourd'hui faire parvenir à ce monsieur, s'il est toujours ici en France, en train de prendre les mêmes positions qu'il y a encore quelques années, j'avais découvert qu'il les caractérisait à notre égard, comment j'aimerais
les faire parvenir un exemplaire du livre de Salamolin, Esclavage et réparation, juste pour que ce monsieur, que je crois est un philosophe, si je ne me trompe pas, il est... Ah oui, il a été même... Il est à l'Académie française. Voilà, c'est ça, il est à l'Académie française. Ben, ça serait quand même intéressant de le faire parvenir un exemplaire de cet ouvrage, juste pour le faire savoir que contrairement à ce qu'il a dit, il y a de cela maintenant plus d'un quart de siècle, ce n'est pas vrai du tout qu'il a fallu attendre les Lumières pour que des arguments hostiles à l'esclavage puissent être maniables, puissent être, si on peut dire, inventés. Parce qu'avant, cela n'aurait pas été possible. Au XVIIIe siècle, des Lumières dont Montesquieu lui-même, contrairement à ceux qui ont fait les Capucins au siècle précédent, il a invoqué la pitié et la miséricorde. Figurez-vous, au sujet des esclaves. La pitié et la miséricorde. Voilà ce que M. Montesquieu a trouvé de bien pour invoquer. M. Finkielkraut vous dirait qu'à l'époque, ce n'était pas possible de faire autrement. Mais dans cet ouvrage, Salamolin nous permet de savoir, de découvrir et d'apprendre qu'au XVIIe siècle, vous voyez, au XVIIe siècle, non seulement ils ont exigé la fin de l'esclavage et des réparations pour les victimes, mais ils n'ont pas invoqué la miséricorde. Ils n'ont pas invoqué la pitié. Ni pitié ni miséricorde. Ils ont invoqué droit et justice. Et ils ont parlé des droits humains. Humanos derechos, comme on le rappelle Salamolin. Donc, voyez-vous pourquoi la lecture de cet ouvrage devient incontournable pour quiconque voudrait aborder le sujet de réparation, même si c'est pour les combattre, même si c'est pour s'opposer, rejeter et méconnaître la légitimité. Toute personne qui voudrait participer dans ce débat, qui voudrait donner son avis, qui voudrait faire connaître son opinion, si c'est quelqu'un de vraiment sérieux et honnête, il devra lire Esclavage, réparation. Qu'il soit favorable ou elle soit favorable, ok, elle ou lui soit hostile aux réparations. Dans tous les cas, dès qu'il est question de réparation, les adversaires de réparation se font un devoir et un plaisir de nous dire il ne faut pas faire des anachronismes. Ça ne tient pas debout, cette histoire de réparation. Or, en 1682, des hommes convaincus que cela était un crime, et ils ont exigé l'abolition et des réparations. Qu'on ne vient plus nous dire maintenant, aujourd'hui, que nous interprétons avec des critères d'aujourd'hui des événements d'il y a 4 siècles. La morale n'est pas l'affaire du Parlement, la morale n'est pas l'affaire du Sénat, l'affaire du Parlement, l'affaire du Sénat, l'affaire de la nation, c'est le droit. Le thème des suites de l'esclavage, le thème des réparations, on le sort de la morale, où il n'a rien à faire, et on l'installe dans le droit.